Et dans cette simplicité légendaire, nous recevons M. Plus Mandjobo, cadre de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Dame Arlette. Et oui, on revient encore sur l'actualité. On va évoquer tout de même la question de la Constitution. C'est vrai que c'est un débat qui est né d'une réflexion de votre parti et qui est lancé, oui, aujourd'hui le chef de l'État en parle, qui va au-delà de la révision. Il parle carrément aussi du changement de la Constitution. Des voix se lèvent, oui, la société civile, l'Église, mais également l'opposition également, qui veulent barrer la route à cette idée qui est en train de germer au sein de l'UDPS. Merci beaucoup, madame. Effectivement, cette question soulève beaucoup d'opinions sur la place publique. Je pense que tout est parti de la déclaration du chef de l'État, et même déjà au niveau de notre parti, parce que, comme si vous allez vous rappeler, que depuis déjà 2006, l'UDPS avait annoncé déjà que lorsque nous prendrons les pouvoirs, nous allons changer les choses. Pourquoi est-ce que nous allons changer de choses? Parce que déjà, le contexte dans lequel la Constitution avait été rédigée, vous le savez vous-même, c'était une Constitution qui avait été rédigée dans un contexte de belligérance. Il y a certains points, certaines choses qui ont été placées là-dedans, qui font aujourd'hui qu'après plus de 10 ans, nous nous rendons compte qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'État. Moi-même, j'ai été ministre, je peux vous en donner, parce que j'ai été ministre au niveau de la province. Je peux vous dire que la logique qui a été retenue dans la Constitution, c'était un État unitaire, fortement décentralisé. C'était un souhait parce qu'en ce moment-là, il s'est posé un problème, un débat d'ailleurs au niveau de la République, qui mettait face à face les unitaristes et les fédéralistes. Donc il fallait trouver un juste milieu pour permettre le bon fonctionnement ou départager un peu les deux camps. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a maintenu. Effectivement, la décentralisation, c'est une bonne chose, mais vu notre environnement et notre culture, je vous assure qu'il se pose beaucoup de problèmes. Vous allez constater vous-même qu'aujourd'hui, les provinces, quelques-unes, si on peut bien le dire, par rapport à cette loi, évoluent. Et là-dedans, vous allez trouver qu'il y a encore beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. On parle dans la Constitution de la retenue de 40% à la source. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est fait. Il y a la rétrocession. Donc il y a incompatibilité, ce qui fait que même la rétrocession n'arrive pas vraiment aux provinces, et les provinces se retrouvent dans les mêmes conditions. Sur le plan de fonctionnement, n'en parlons pas. Vous allez voir que, donc c'est-à-dire tout tourne autour de notre culture, comme le chef de l'État l'a dit. La question aujourd'hui, c'est l'opposition qui, on va le dire, il y a par exemple un mouvement qui s'est créé au-delà de Martin Fayoulou, qui a carrément dit qu'on va barrer la route, qu'ils vont barrer la route. Et il y a le sursaut national qui est né par exemple avec Délice Sanga et toutes les personnes qui se décident de l'accompagner finalement dans cette lutte. Aujourd'hui, est-ce que le problème en réel, c'est la révision constitutionnelle ou le moment ne s'y prête pas? Je pense que l'opposition a apparemment rien apporté dans le débat. Parce que les institutions fonctionnent, mais lorsque les institutions fonctionnent et qu'on constate qu'il y a quelque chose qui cloche et que la source de ce problème serait la loi, mais on ne va pas attendre qu'on prenne beaucoup de temps pendant que le problème persiste. C'est-à-dire, les problèmes sont en train d'être résolus, le gouvernement fonctionne, on est en train de faire, donc le gouvernement fait des efforts pour résoudre certains problèmes au niveau de la République, mais dans l'entretemps, on constate que ces besoins, dans le processus de réalisation de ces besoins, il se pose un problème qui est dû par rapport à la loi. Je vous ai parlé ici du problème au niveau du fonctionnement. Donc on ne va pas attendre. Alors, nous avons tous suivi ils ont constitué ce qu'ils appellent le sursaut national. Et je vous dis qu'en face de ce groupe, ils vont rencontrer l'UDPS. Nous sommes en train de nous organiser. Nous avons un message à faire passer à la population pour leur faire comprendre le bien fondé de la démarche du chef de l'État. Ils ont parlé de l'article 217.
Je vois beaucoup de gens passer ici parler de l'article 217. Effectivement, l'article 217, tout le monde qui passe ici, cela est parti depuis 1967. Alors quand vous prenez le contexte de 1967, là nous sommes pendant la guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 avec une autre réalité au niveau mondial, au niveau international. Notre pays, aujourd'hui, se trouve dans une position très compliquée par rapport à la réalité. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui face à une agression, nous sommes face à pas seulement une, parce qu'on a l'habitude de parler seulement du Rwanda, mais il y a aussi les multinationales, il y a aussi d'autres aspects qui entrent là-dedans. Donc, c'est cet article qui juste s'arrête au niveau de la souveraineté, parce que j'entends beaucoup de définitions ici, on parle, oui, mais on ne définit pas de quelle souveraineté il s'agit. Alors cela peut occasionner, oui, peut permettre à ceux-là qui ont des intentions malveillantes par rapport à la République de pouvoir profiter de cela. Parce que vous diront non, on ne définit pas si c'est une souveraineté politique ou c'est une souveraineté territoriale. Alors, nous avons quand même besoin de définir un peu toutes ces histoires. Monsieur Manjob, c'est un élément. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir été pendant longtemps dans l'opposition ne vous préjudice pas aujourd'hui? Parce que vous étiez parmi, vous l'avez dit, toutes ces personnes qui ont dit non au changement de la Constitution, touche pas ma Constitution. Mais il s'avère aujourd'hui que cette Constitution, à laquelle vous avez tant chéri, vous estimez qu'il faudrait la toucher. Et le vrai problème, c'est que vous ne nous dites pas clairement, l'UDPS ne dit pas encore clairement quels sont les articles qu'ils estiment qu'il faille retoucher. Parce que l'opposition également pose cette question. Oui, le chef de l'État dit qu'il va réunir les gens dans une plateforme pour réfléchir sur la question, mais ce sera autour de quels articles précisément, parce que la crainte, c'est justement d'aller vers ce changement de la Constitution, d'aller vers ce référendum pour toucher les articles verrouillés et évoquer cette question du troisième mandat. Madame Arlette, la question de verrouillage des articles, mais la Constitution elle-même prévoit le référendum. Donc le référendum peut déverrouiller. Donc là, on n'en est pas encore là. Ce qui est vrai, c'est que c'est de façon tout à fait factuelle qu'on dit que c'est verrouillé, c'est-à-dire pendant l'exercice. Mais lorsqu'on sollicite l'appréciation du peuple, on peut déverrouiller. Alors, parlant de ce que les gens considèrent comme on veut s'éterniser au pouvoir, tout ça, c'est tout à fait légitime pour l'UDPS aujourd'hui, qui a lutté pendant 37 ans. Vouloir se pérenniser c'est légitime, c'est tout à fait légitime, parce que l'UDPS, vous avez dit bien, pendant 35 ans, nous avons eu un programme, un projet, un programme de gouvernement. Donc nous avons besoin de le mettre en pratique. Mais moi, personnellement, est-ce qu'aujourd'hui, pour que l'UDPS se pérennise au pouvoir en République démocratique du Congo, il faudrait ajouter un nouveau mandat au président Tshisekedi? Non, non, et je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Vous avez dit vous-même, le chef de l'État a ouvert une brèche pour dire, il va réunir une commission en 2025 qui va réfléchir. Donc à l'issue de cette commission, nous allons savoir qu'est-ce qui sera fait. Ou soit nous allons dans le sens du changement, ou soit nous allons réviser. Mais pour la révision, moi personnellement, je suis tout à fait pour, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Alors, à mon niveau, ça c'est mon opinion, je pense que dans notre culture, il va falloir qu'on puisse intégrer dans la nouvelle constitution une dimension septentrionale, c'est-à-dire que le mandat puisse aller à 7 ans. Pourquoi? Je savais que vous allez réagir comme ça. Exactement. Pour quelle raison? Madame, regardez bien dans le tiers-monde, et comparé aussi au niveau de certaines grandes nations. Prenez par exemple la Russie. La Russie aujourd'hui a un président qui a plus de 4 mandats.
Mais avec son expérience, regardez ce qu'il apporte sur le terrain. Alors, prenez, il y a la plupart, on peut citer beaucoup de présidents qui ont, par la longévité et l'expérience, ont réussi à avoir la maîtrise et à mettre en place des structures qui sont futuristes, qui ont aidé. Alors, aussi l'exemple des États-Unis qui respectent les mandats. Oui, la France, les États-Unis qui respectent les mandats et qui partent, et ça ne fait pas moins les États-Unis une nation moins forte parce que ils respectent les mandats. Les États-Unis. On a vu Trump qui est parti et qui revient. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple lorsqu'on parle de vieille démocratie. Nous sommes tout à fait d'accord que cette démocratie a commencé depuis 1776, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont passés par beaucoup de choses. Je peux vous parler, par exemple, il y a plusieurs expériences dont on n'évoque pas parce qu'aujourd'hui, nous vivons le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Alors, je reviens d'abord au niveau, donc pour justifier mon opinion, c'est que vous allez constater que nous sommes arrivés, dans notre expérience en République démocratique du Congo, en 2016, devait prendre fin le mandat du régime passé. Mais il y a eu un forcing qui nous a pris au moins 2 ans, que nous avons appelé glissement. Vous allez voir que là-dedans, il y a une intention du manque de parachèvement de quelque chose. C'est-à-dire qu'en Afrique, souvent vous allez voir que cette histoire de chercher à revenir, à faire, est due à la limitation du mandat qui ne permet pas la mise en œuvre de ce qu'on a comme programme. Alors, le président de la République, donc, nous pouvons prendre l'exemple qui s'est passé ici. Le président de la République a été élu. Il y a eu des soubresauts, des montées et des descentes qui nous ont pris beaucoup de temps. Et finalement, vous allez voir que le président de la République, lorsqu'il entre en fonction, c'est 6 mois après, 6 ou 8 mois après, qu'il commence réellement, avec le gouvernement, à chercher à mettre en place les structures, c'est-à-dire les structures de base pour relancer ce qu'il a promis. Mais il s'est fait que, déjà, nous avons une habitude, aujourd'hui, dans notre pays, et même en Afrique, de faire en sorte que les 100 premiers jours, on demande déjà les comptes. Mais on demande les comptes pendant que les institutions ne sont pas encore mises en place. Donc tout ça, ça pose problème. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on quitte un peu la passion, qu'on aille dans la réelle politique et se dire que oui, nous devons faire en sorte que le mandat puisse avoir un peu un temps qui permet à un président de la République qui arrive en fonction à pouvoir réellement concrétiser et mettre en place. Alors on va finir avec vous sur cette question des états généraux de la justice. D'aucuns estimaient que c'est juste de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, il n'y aura pas des réelles solutions en ce qui concerne ce problème de la justice qu'on vous laisse déclarer malade par le président de la République. C'est vrai, on est en train d'évoquer toutes ces questions, mais comment arriver à appliquer les recommandations? C'est là le grand problème, parce que les États généraux se tiennent en République démocratique du Congo. Mais quid des recommandations? Madame, sur cette question, moi je pense que j'ai aussi encore mon opinion là-dessus. Vous savez, la justice, pour moi, c'est le fondement même de l'existence de l'UDPS, notre parti, aujourd'hui au pouvoir. Donc je pense que si aujourd'hui nous devons parler de la relance de notre pays, nous devons nous dire que tout doit partir de la justice. Alors les États généraux, nous avons tout suivi, c'est une bonne démarche, nous acceptons, mais la question que je me pose, c'est que tout récemment, en 2015, il y avait eu les États généraux. Et le résultat a été ce qu'il a été. Aujourd'hui, j'ai suivi les étapes aux recommandations jusqu'à la fin. Aujourd'hui, à la fin, où on a donc la clôture, on est arrivé à des recommandations comme quoi il fallait changer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Tous ces débats-là, moi je pense que je ne suis pas là. Mon opinion c'est quoi? Madame, vous savez, aujourd'hui, dans le monde, libre comme on l'appelle, c'est la liberté qui est la première de vertu. Alors, notre constitution garantit les libertés fondamentales et aussi les droits.
Donc la justice est d'abord au départ le pouvoir judiciaire, ce pouvoir qui garantit les libertés et les droits. Lorsque j'ai suivi tous ces débats, excusez-moi, j'ai beaucoup de doutes qu'on arrive vraiment à quelque chose. Pourquoi? Parce que il s'est fait que on est allé plus dans les théories, dans les considérations théoriques, dans les analyses. Mais moi je me dis, sur le plan de l'organisation du pouvoir judiciaire, mais nous avons une organisation la meilleure, l'une des meilleures. Mais pourquoi ça ne marche pas? J'y arrive. C'est ça la question qu'on devait se poser. Le problème se pose dans la pratique, dans l'administration de la justice. Madame, nous sommes Congolais. Moi, personnellement, j'étais dans le business. J'ai fait face, j'étais justiciable. Je vous dis que c'est lorsque vous êtes dedans que vous allez comprendre que nous avons un problème sérieux. Alors, quel est le problème? Le système judiciaire est composé de la magistrature, c'est-à-dire des magistrats, des juges et autres. Il y a aussi les auxiliaires, les greffiers et autres. Et on oublie le barreau. Alors, dans la pratique, il se pose de sérieux problèmes. C'est là que la population, le peuple, se retrouve dans l'étau. Pourquoi? Parce que dans la procédure, le justiciable, il a quelqu'un qui le défend, et de l'autre côté, il y a le juge. Mais dans la procédure, c'est là où se pose le problème. Vous allez trouver qu'il y a des combines qui font en sorte que les libertés et les droits fondamentaux qui sont garantis dans la Constitution sont complètement bafoués. Comment ça? Lorsque vous prenez dans les droits fondamentaux, parmi les droits fondamentaux, il y a le droit à la propriété privée, par exemple. Mais voyez ce qui se passe dans notre pays. Le ministre lui-même l'avait évoqué. Il a fait un tour. Il a compris que beaucoup de gens sont dépourvus, sont soit spoliés de leurs biens parce qu'il y a des problèmes dans la justice. Alors, le problème, parce que je vous ai dit que ce problème, c'est un problème pratique. Dans la pratique, il y a des problèmes dans le barreau. Parce que les avocats, vous allez trouver, vous êtes justiciable, vous avez en face de vous un adversaire, mais les avocats, ils sont en train de faire des combines et vous vous retrouvez, vous perdez facilement. Alors, au niveau du droit, on peut prendre toutes les considérations là, on peut prendre des conclusions au niveau, mais dans la pratique, si on ne met pas l'accent dans la manière dont le problème en République démocratique du Congo, c'est l'impunité. Carrément, en gros, parce que cette même question que vous évoquez au niveau de la justice, vous l'aviez évoqué, ou encore, je dirais, l'UDPS l'évoque quand on donne par exemple des raisons pour modifier la Constitution, ce qui concerne l'élection des gouverneurs et des sénateurs. On suppose que ce sont des problèmes que l'on connaît, mais qui ne sont pas punis. Vous savez, réellement, aujourd'hui, si la punition vient, tout va se remettre en ordre, carrément. J'étais en train de parler de la pratique. Alors, qu'est-ce qui fait que dans la pratique, le droit n'est pas bien dit? C'est qu'en réalité, effectivement, j'ai suivi le professeur, je pense, le Zolobambi, qui a parlé du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique. Il y a le ministre a la volonté de pouvoir faire quelque chose. Mais je pense qu'il va se buter face à un problème. Parce que les magistrats, les juges, ont toujours cette pression des politiques. Alors, je pense que le grand travail se fera à ce niveau-là. Alors, je suis bien sûr UDPS, et je pense que le travail qu'attend le ministre, c'est un grand travail. Il s'est engagé sur une voie salutaire pour tout le peuple congolais, parce que vous savez, la justice, ça prend tout le monde. Lorsqu'on parle de liberté et qu'on parle de droits fondamentaux, c'est toute la République. Donc le ministre, nous devons l'encourager, mais ce qu'il doit savoir, c'est que ce travail, c'est un grand travail, et je pense que c'est un des beaux cadeaux qu'on peut donner au peuple congolais, qui peut vraiment recouvrer un peu
cette sensation de pouvoir vivre ses rêves. Monsieur Pius Mandjovo, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein du parti au pouvoir, l'UDPS. Merci beaucoup. Et on va continuer. Voilà, on va prendre cette fois-ci cette pause et puis on se retrouve juste après.